cette conférence, je vais très rapidement vous rappeler notre association. Donc, qui a le plaisir d'organiser pour cette semaine les rencontres à compétences égales, rencontres qui nous animent chaque année au service des candidats, notamment des personnes qui sont soit en réflexion de carrière, soit carrément en recherche active d'emploi. Et donc, nous consacrons une semaine par an du temps de nos membres pour vous apporter le maximum de support, de conseils, d'aide et de rendez-vous avec nos consultants. Alors, quelques mots très rapidement sur À compétences égales. À compétences égales, donc, est l'association référente en matière de lutte contre les discriminations et j'ai envie de dire plus largement de promotion de la diversité dans l'emploi. Vous le savez, c'est un enjeu éminemment d'actualité encore, même si on aimerait que ça ne le soit plus. La discrimination touche encore beaucoup trop les processus de recrutement et notre objectif, nous, c'est d'essayer d'influencer par tous les moyens positivement le processus de recrutement pour favoriser le recrutement par les compétences, l'égalité et la diversité, source de performance pour les organisations, ce que nous croyons fermement. Nous avons donc un certain nombre d'actions à destination des recruteurs, qu'ils soient en cabinet ou en entreprise. Et puis, nous avons également des actions vis-à-vis des candidats. Cette semaine en est par exemple un excellent témoignage. Nous avons également mis en place depuis de nombreuses années un certain nombre de supports, aide à la formation et notamment qui est aujourd'hui réunie à travers une académie qui s'appelle l'Académie à compétences égales. Vous verrez, on vous fournit quelques éléments là-dessus pour que vous soyez, n'hésitiez pas à aller consulter les contenus riches que nous avons développés au fil des 15 ans de l'association. Et puis par ailleurs, nous travaillons à essayer d'influencer nos partenaires, notamment les pouvoirs publics avec qui nous travaillons activement, que ce soit le défenseur des droits ou le ministère en charge de l'égalité des chances. Nous sommes présents à peu près sur tout le territoire à travers différentes délégations et nous représentons environ 2000 recruteurs aujourd'hui. Alors, aujourd'hui et pour cette conférence, je vais essayer de m'atteler à vous parler confiance en soi, estime de soi. En clair, en fait, je vais essayer de vous livrer quelques clés pour révéler le potentiel que vous représentez, notamment lorsqu'il s'agit de se présenter face à un recruteur, un employeur. Et donc, je vais vous parler d'un certain nombre de sujets pendant environ 45 minutes. Alors, oui, je parle pour le principe. Donc, moi, je dirige un cabinet de ressources humaines qui s'appelle Andatime Ressources Humaines et notamment qui a un département formation, coaching, consulting sur lequel nous travaillons notamment ces sujets. Et donc, je serai votre intervenant pour cette heure. Je vais essayer de m'attacher à vous présenter les sujets que j'ai préparés environ pendant 45 minutes. Et puis, pour laisser la place au maximum de questions que vous aurez envie de poser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil pour que Marie puisse les réguler et que nous puissions, j'essaie d'y répondre au maximum pendant les 15-20 minutes à l'issue de la présentation. Et encore une fois, merci pour être présent avec nous pour cette thématique. Alors, j'ai construit ma présentation sur 4 grands axes. Le premier axe, je vais vous parler confiance en soi, avec globalement son corollaire sur la résilience dont on parle beaucoup. Et pour m'atteler, alors en synthèse, bien sûr, parce que le temps nous est compté, pour m'atteler à la résilience, je vais faire un petit crochet par l'intelligence émotionnelle et tous les travaux sur l'intelligence émotionnelle qui sont développés et qui sont activement valorisés aujourd'hui dans les organisations. Le deuxième sujet, je vais essayer de vous parler estime de soi.
l'estime étant évidemment un élément absolument important. Pour aborder la question de l'estime, c'est pas tant l'estime que je vais aborder, mais l'enjeu de l'estime de soi qui est de travailler, de faire un focus sur la conscience de soi et l'importance de développer sa maîtrise personnelle. D'où la notion d'apprenance sur lequel je reviendrai. Euh, je vous livrerai ensuite, notamment sur la base d'un modèle qui fait référence aujourd'hui, j'essaierai de vous sensibiliser sur l'importance de se penser, de se révéler aux autres à travers l'expression, l'identification de ses forces et ses vertus. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis pour synthétiser peut-être ces trois grands axes, ces trois grandes clés, je vous parlerai et je vous présenterai en synthèse les leviers d'un projet qui puisse révéler votre potentiel à travers ce qu'on aura évoqué précédemment. Voilà. Alors, sans attendre, je vais d'abord commencer par vous parler confiance en soi. Pour parler de confiance en soi, il est difficile finalement de ne pas aujourd'hui parler de résilience. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous sommes tous les uns les autres confrontés à la nécessité de s'adapter, de faire face, que ça soit aux enjeux d'une organisation, à l'inconnu que représentent les systèmes du 21e siècle, l'évolution des métiers, l'adaptation, voire l'adversité que nous pouvons rencontrer les uns les autres au cours de nos carrières professionnelles ou plus généralement dans nos vies. Et donc, pour pouvoir maintenir la confiance, d'ailleurs avec une belle faute d'orthographe, confiance avec un E, ça n'aura échappé à personne, il est important effectivement d'identifier les leviers de la résilience qui sont importants pour pouvoir maintenir, développer la confiance en soi, absolument indispensable aujourd'hui pour être au meilleur de son potentiel. Alors, je vais vous faire rapidement, très rapidement, malheureusement trop, une petite insertion dans l'univers de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle a fait son entrée il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, hein, c'est pas tout à fait récent, même si je dois bien reconnaître que on a encore dans les organisations, dans les entreprises, dans les systèmes managériaux, un peu trop tendance à oublier l'importance que revêt l'intelligence émotionnelle. Pour faire court, l'intelligence émotionnelle versus le quotient intellectuel. Vous le savez, nos systèmes en place, que ce soit notre système éducatif ou même la façon dont on conçoit le management notamment, est surtout basé sur le développement des compétences analytiques, des compétences intellectuelles plus qu'émotionnelles. Or, l'intelligence émotionnelle, qui a été mis au goût du jour, valorisé notamment par les travaux de Goldman qui font référence aujourd'hui, ont ouvert tout un champ important dans lequel je vous invite à vous immerger très très activement de l'intelligence émotionnelle et du potentiel que représente pour les individus eux-mêmes, mais également et surtout pour le vivre ensemble, la capacité à développer des organisations performantes, tout ce champ de l'intelligence émotionnelle qui, comme pour certains, peut-être ça vous parlera, appartient plutôt à la partie cerveau droit de nos aptitudes intellectuelles. Alors, Goldman modélise quatre grandes dimensions de l'intelligence émotionnelle qu'on appelle la connaissance de soi, on y reviendra, qui est la fameuse la conscience de soi, la maîtrise de soi, sur lequel je vais faire un focus, dans lequel on indique, on évalue finalement les capacités à réguler ses propres émotions, à développer de l'adaptabilité, développer de la motivation intrinsèque et puis à savoir valoriser ce qu'on appelle les perspectives positives. Et c'est ce qui constitue plutôt le champ effectivement de la maîtrise de soi. Un troisième axe chez Goldman et de l'intelligence émotionnelle d'une façon générale, qui est la conscience sociale à travers l'empathie,
Certains, j'en fais partie, vous parleront d'ailleurs beaucoup plus aujourd'hui de compassion que d'empathie, même si le terme, surtout en entreprise, fait encore très très peur, à tort d'ailleurs, et de conscience organisationnelle, c'est-à-dire la capacité, la conscience d'appartenir à une organisation qui a des responsabilités, des devoirs, et notamment vis-à-vis du corps social. Et puis, le champ de la dynamique interpersonnelle qui, dans la modélisation de Goleman, se caractérise par l'influence, la capacité d'influence, qui est évidemment un axe très important. Le leadership est notamment est nourri par la capacité d'influence. Le coaching et le mentoring, alors c'est comme ça que c'est modélisé chez Goleman, mais c'est surtout cette notion qui est aussi se développe très activement aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle notamment le servant leadership, par exemple, c'est-à-dire la capacité, quand on est notamment en posture managériale, de se mettre au service du collectif plutôt que d'être au-dessus du collectif. C'est cette approche-là. La gestion des conflits, élément important notamment dans l'organisation, la capacité de travailler en équipe, et puis d'être un leader inspirant, c'est-à-dire que les autres aient plutôt envie de vous suivre plutôt que d'être contraints de vous suivre. Donc, vous voyez, quand on aborde sous l'angle un peu modélisé du champ de l'intelligence émotionnelle, il y a énormément d'impact qu'on retrouve à la fois sur les notions de leadership et de performance collective. On nous parle beaucoup de collectif aujourd'hui. Ces notions du collectif sont nourries notamment par les travaux de l'intelligence et de la connaissance de l'intelligence émotionnelle. Alors, si je reviens sur cette fameuse notion de résilience, la résilience comme facteur de confiance en soi, hein, très clairement. Donc, je vais me focuser un peu là-dessus ce matin. La confiance en soi peut être nourrie par d'autres choses, bien sûr, mais nourrir la résilience, c'est nourrir sa capacité à développer de la confiance en soi. Alors, si on se réfère j'allais dire, à la modélisation de l'intelligence émotionnelle, ça croise 4 grandes dimensions, la résilience. La première, c'est savoir réguler ses propres émotions. La deuxième, c'est savoir être en mesure de s'adapter et accepter l'adaptabilité, en fait, hein, comme un fait, comme un état d'être, plutôt qu'une résistance. Et puis ensuite, la capacité à développer de la perspective positive et enfin de l'empathie. Et là, en l'occurrence, quand il s'agit de soi et du travail sur soi, c'est plutôt de l'auto-empathie. Alors, si on revient un instant sur la régulation des émotions, qui serait donc un puissant facteur de confiance en soi, réguler ses émotions, c'est être capable de trouver son propre équilibre émotionnel, notamment quand les repères sont bouleversés. Alors, les repères sont bouleversés à bien des occasions. Quand on est en transition de carrière, et quand on sait notamment que dans les facteurs perturbants de l'individu, on met notamment la perte de son travail, eh bien, on peut tout à fait aisément considérer que on a à minima des repères bouleversés ou quand on est dans cette période-là. Ça peut être vrai également lorsqu'on est en entreprise et qu'un certain nombre de ces piliers qui vous permettent de fonctionner efficacement peuvent être soit perdus, soit brouillés, et donc notamment dans des organisations qui se complexifient de plus en plus, dans des organisations aujourd'hui en profonde mutation, avec des voies d'accélération, notamment du fait de la crise sanitaire. On en a beaucoup parlé et on en parlera encore beaucoup. Ce qui fait que effectivement, l'enjeu de la régulation des émotions est un enjeu important et qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, quand on parle de régulation des émotions, forcément, on a tendance à parler des émotions qui nous submergent, voire des émotions négatives. Alors, il y a une petite règle qui permet de assez rapidement identifier ce qui nous percute. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 P en des émotions négatives. C'est le partout, le permanent et le personnel. Le partout,
c'est effectivement considérer globalement dans sa vie professionnelle notamment, mais parfois plus généralement, que tout va de travers, que rien ne fonctionne correctement et que quoi qu'on fasse, au fond, rien ne fonctionne. Le permanent serait l'idée. Alors c'est vrai que la petite voix intérieure est assez forte là-dessus, quoi qu'on fasse, bah, finalement on obtiendra toujours le même résultat et que finalement l'état constaté est permanent. Et enfin personnel, parce qu'on a tendance dans ces cas-là à personnaliser, à considérer que ça n'arrive qu'à soi. Donc quand vous êtes, je vous invite, quand ça ne va pas, à identifier ou à essayer d'identifier si vous répondez à la règle des 3 P. Et si c'est le cas, bah, vous dire peut-être que je suis dans des émotions négatives dont il faut que j'essaie de sortir. Ça peut être vrai quand on est clairement quand on occupe ses fonctions, hein. Alors, pour contrer ces émotions négatives, comme il y a la règle des 3 P, il y a aussi la règle qu'on appelle RAIN, d'où le parapluie, ralentir, accepter, identifier, ne pas s'attacher. Ça paraît simple ou basique comme ça, mais quand on le met en œuvre, c'est un puissant facteur avec d'autres, hein, savoir respirer par exemple, etc. C'est un puissant facteur pour tenter de réguler ses émotions et retrouver un apaisement intérieur qui permet de se remobiliser. Alors ralentir, ça veut dire quoi? Bah, face à une situation donnée, c'est effectivement j'accepte qu'il faut que je ralentisse, qu'il faut que je fasse un focus sur ce qui se joue, sur ce qui se passe, et que j'apprenne notamment à respirer, à prendre ce temps de respiration pour essayer de comprendre ce qui se joue. Ralentir permet d'accepter. Accepter, c'est accepter ce qui se passe. C'est accepter le moment présent, accepter la situation, accepter le contexte, accepter l'environnement sans finalement le juger, sans porter une appréciation à ce stade. C'est lui faire toute sa place pour le reconnaître. Identifier, c'est essayer de comprendre derrière ce qui émerge, notamment ces émotions, d'où la régulation des émotions, essayer d'identifier ce qui se joue pour vous. Donc, observer les sensations, les pensées qui émergent et identifier les besoins qui se cachent derrière. Ça, c'est très important parce que réguler ses émotions, c'est un vœu pieux souvent. Si on n'est pas capable d'identifier derrière ce qui se joue pour soi et les émotions qui émergent, les besoins qui se cachent derrière, les besoins personnels qui se cachent derrière. Et enfin, ne pas s'attacher, c'est être capable de se détacher de pensées néfastes pour se mobiliser notamment, et essayer de se mobiliser pour prendre une nouvelle perspective et entrevoir de nouvelles perspectives. Ce sont des petits mécanismes que je vous livre là, mais qui sont extrêmement importants parce qu'on est de plus en plus confronté très régulièrement à l'émergence de situations perturbantes et qui effectivement viennent très nettement nous confronter dans nos émotions, enfin dans nos sentiments, pardon, et mettre à mal ou en difficulté notre système émotionnel. Donc être capable en permanence d'essayer de travailler son système émotionnel pour le réguler devient un sujet important et utile. L'adaptabilité, c'est le deuxième facteur de la résilience. Alors l'adaptabilité, je pense que tout le monde voit bien de quoi il s'agit, encore faut-il l'avoir bien en tête. C'est un état d'être finalement l'adaptabilité aujourd'hui. En clair, ça veut dire que plutôt que de résister au système et aux environnements mouvants, il faut plutôt tenter d'accepter de s'y adapter et de considérer l'adaptation, la nécessité d'adaptation, comme un état d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer sa capacité de flexibilité, créer de l'ouverture chez soi, se mettre dans une dynamique d'ouverture. C'est vrai, encore une fois, quand on est dans l'entreprise, hein, pas forcément seulement dans une période de transition. La période de transition est un moment important et je vous invite vraiment à en profiter pour créer le maximum d'ouverture. C'est un moment, c'est aussi un temps de recul, donc savoir s'adapter, c'est être capable de prendre du recul sur les situations, les décrypter, c'est accepter le changement, et puis c'est se mettre dans une disposition d'exploration.
L'entreprise a beaucoup de difficultés à le mettre en œuvre. Une volonté, évidemment, dans toutes les demandes qui sont formulées auprès du management, des équipes, de nous, les intermédiaires notamment. On nous demande de trouver des gens adaptables, des gens capables de faire émerger, d'être dans des processus de créativité, etc. Pour que tout ça puisse être vrai, encore faut-il être dans cet état d'esprit. Et donc, plus vous le serez vous-même, pour vous-même déjà, et plus vous allez le suggérer pour les autres. Et c'est là encore un puissant facteur de développement de la confiance en soi. Développer la confiance en soi quand on est en résistance face au contexte, à l'environnement, c'est assez compliqué. Le troisième levier de la résilience, donc de la confiance en soi, c'est l'empathie. Alors avant de parler de l'empathie pour les autres, autant parler d'auto-empathie. Et puis, tant qu'à travailler sur soi, c'était un élément et un facteur intéressant pour voir le degré d'empathie qu'on est capable d'accorder aux autres. Demander de l'empathie, enfin, d'être empathique pour l'autre, si on n'est pas capable d'être empathique pour soi-même, là aussi, ça peut questionner. Donc l'auto-empathie, finalement, c'est pas très important de le développer plus, hein, mais c'est véritablement être capable de se considérer avec bonté et bienveillance. C'est un sujet important aujourd'hui. Se regarder, se considérer et s'accepter est un élément fondamental. Sans auto-empathie, point de salut quant à la capacité à développer de la confiance en soi. La perspective positive, qui est le dernier levier également de la résilience, c'est quoi les caractéristiques de cette pensée positive? C'est la conscience de soi, on y reviendra tout à l'heure, l'acceptation, on l'a évoqué, la gratitude pour soi et puis la gratitude pour l'environnement, donc plutôt voir les aspects positifs et l'opportunité que représente notamment le changement, par exemple, et puis la détermination, c'est-à-dire être capable d'être dans une volonté, dans une détermination, dans un engagement personnel vers l'avenir. C'est un élément important. Ces 4 facteurs sont constitutifs d'une dynamique pour développer des perspectives positives. Alors, il y a des obstacles à la pensée positive. C'est ce qu'on appelle filtrer, c'est-à-dire ne voir qu'une partie des sujets. Et le filtre, en général, c'est l'expression de nos biais cognitifs, c'est l'expression de nos inhibiteurs personnels, voire de ce qu'on appelle les distorsions cognitives, c'est-à-dire tout ce qui va faire que finalement, effectivement, on va retenir qu'une partie. On va avoir tendance à dramatiser les situations, on va avoir tendance à les polariser également, c'est-à-dire avoir les choses soit de façon tout en noir ou tout en blanc, et puis en général de le prendre personnellement. Donc ces éléments-là sont des éléments déterminants pour nourrir de la résilience. Vraiment, je vous invite à réfléchir à ces questions et à quelque part mettre des mots, des situations derrière chacun de ces axes, que ça soit la régulation de ses émotions, l'adaptabilité, l'empathie ou cette fameuse perspective positive. Alors maintenant, je vais vous parler, et pour ça, je vais m'appuyer sur un levier également, un support. Je vais vous parler d'estime de soi. On parle de confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de l'estime de soi? D'abord, le soi, c'est quoi? Le soi, c'est ce qui nous anime tous, hein, c'est ce qui est au cœur de notre fonctionnement. Le soi, c'est être capable d'avoir déjà une conscience de soi. Et donc, de fait, moi, je vous invite à développer votre conscience de soi, à la fois pour l'accepter, pour vous accepter, et donc en vous acceptant, en travaillant, ça vous permet de travailler cette dynamique d'estime personnelle et d'estime de soi. L'estime de soi, elle est fondamentale pour notamment faire émerger votre dynamique créative, votre motivation, et puis finalement vous mettre dans une dynamique constructive.
c'est difficile, notamment quand on est en transition de carrière, d'avancer et d'être, j'allais dire, désirable au sens positif du terme, hein, sans ambivalence, pour les personnes qui sont en face de vous, si vous n'avez pas un minimum d'estime de soi. Alors, il y a énormément de littérature sur cette question, mais c'est un sujet qui reste au cœur des préoccupations. Alors, pour ça, moi, je vais essayer de vous donner déjà un petit focus, parce que, j'allais dire, parler d'estime de soi, c'est une notion qui est vaste. Je vais donc plutôt vous parler, moi, du développement personnel et de la maîtrise du développement, enfin, de la capacité à maîtriser son développement personnel. Juste un schéma pour resituer de quoi on parle. On identifie quatre niveaux de maîtrise personnelle. Beaucoup d'ailleurs, c'est des termes un peu à la mode, mais ils ont leur sens, parlent d'empowerment. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau non conscient de la maîtrise personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est finalement les individus, les personnes qui ne cherchent pas, ne font pas de travail personnel, n'engagent pas une réflexion sur leurs compétences, sur la dynamique qui les caractérise. Il y a énormément d'individus, même si on parle beaucoup de développement personnel, il y a encore énormément d'individus qui ne travaillent pas sur eux et qui ne cherchent pas à développer la conscience d'eux-mêmes. Le deuxième degré, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi, qui n'est que le deuxième degré, c'est-à-dire ce qu'on considère être les premiers pas. La connaissance de soi, c'est effectivement tout ce qui permet, à travers ce qu'on fait, à travers le fait de visiter ses expériences, ses compétences, etc., d'identifier ce qui nous caractérise et d'identifier effectivement ce qui fonde votre personnalité, vos caractéristiques. Mais quand on est en connaissance de soi, on n'est qu'au niveau de l'identification. Le troisième levier, le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la liberté d'action, c'est-à-dire atteindre un niveau qui permet de piloter son propre développement personnel. Et c'est évidemment à minima ce niveau-là que je vous invite à travailler. Le coaching peut être un levier, mais on ne peut pas mettre un coach derrière chaque individu, hein, donc il n'y a pas que ça. Il y a énormément de développement et de travail qui permet effectivement à minima d'atteindre le degré de liberté d'action. Et puis enfin, le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on appelle la connexion, l'empowerment. En clair, c'est le niveau qui permet aux individus qui se connaissent bien et qui ont la maîtrise et la capacité à piloter leur propre développement, non pas seulement de le faire pour eux-mêmes, mais de le faire pour autrui, c'est-à-dire d'être en capacité d'en apporter le bénéfice et d'accompagner finalement les autres dans leur propre dynamique de développement. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'est notamment ce qu'on peut attendre de managers aujourd'hui, voire de leaders. Pour ça, je vous ai donné un petit schéma, je pense qu'on vous communiquera le support, qui est un modèle de réflexion, et là, de nouveau, pour vous amener à travailler, à réfléchir sur la conscience ou l'estime que vous avez de vous-même à partir de la conscience que vous avez de vous. Trois grandes dimensions qu'on appelle réalisation, intériorité, altérité. C'est un modèle qui existe, hein, qui a fait ses preuves et qu'on appelle le modèle de l'apprenance. Alors pourquoi on parle de modèle de l'apprenance? Pour développer la conscience de soi. L'apprenance, c'est ce que je vous résume là, une attitude dynamique consciente d'un individu qui cherche à accroître sa capacité et à finalement faire face à des situations complexes. Donc, ce qu'il faut retenir dans la dynamique d'apprenance, c'est l'attitude consciente et la volonté de se mettre en mouvement pour un progrès souhaité. Évidemment, c'est ce qu'on cherche à développer, et quand vous réfléchissez projet professionnel, trajectoire de carrière, avenir pour vous et pour la suite, eh bien, je vous invite à vous mettre dans cette logique d'apprenance. Pour ça, alors, l'enjeu, c'est d'être capable à la fois
de maîtriser ses propres postures, ses choix de développement, sa capacité de développement, mais également de les mettre en corrélation avec ses propres choix de projet. Alors, je vais vous livrer trois axes qui sont autant de leviers pour réfléchir à cette dynamique apprenante. Intériorité, altérité et réalisation. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? L'intériorité, c'est la capacité à penser son propre développement en travaillant sur soi et entre guillemets en soi. Pour ça, et dans ce modèle-là, chaque fois, il y a quatre grands axes sur lesquels réfléchir. Je vous invite à le poser tranquillement. Le premier, pour l'intériorité, c'est ce qu'on appelle la capitalisation. C'est quoi? C'est être capable de se doter de méthodes pour développer, gérer ses acquisitions et ses connaissances. Savoir capitaliser sur ce qu'on a fait, sur ses réalisations, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a entrepris, etc. La métacognition, méta est un terme très à la mode, merci Facebook. La métacognition, c'est un sujet ô combien important. C'est être capable, c'est loin d'être évident, c'est être capable d'être en réflexion sur son propre développement, c'est-à-dire observer ce qui arrive pour vous ici et maintenant, pour vous-même et d'ailleurs pour les autres. Et qui est un puissant levier, facteur de compréhension, d'appréhension de ce qui peut développer chez vous du potentiel. La modélisation, c'est aussi un sujet très important, on a tendance à l'ignorer. Modéliser, c'est être capable de s'articuler et de se penser dans un tout cohérent pour soi-même, mais également parce que, je vous rappelle, on ne fonctionne que dans des systèmes organisés. Et être capable de le modéliser est un élément aujourd'hui important, alors que nous avons aujourd'hui plutôt une pensée séquencée. Et je vous invite à réfléchir sur vous et dans cette logique d'intériorité, dans cette logique de modélisation et donc d'interaction. Enfin, la culture systémique, c'est-à-dire être capable de sortir de sa pensée réduite pour s'ouvrir à la diversité, à la complexité du monde. Je ne parle même pas, là encore, de sens qu'on veut se donner ou qu'on veut donner à son action, mais c'est véritablement d'être capable de se penser au sein de la diversité et de la complexité des organisations qui nous entourent. Le deuxième levier, c'est l'altérité. L'altérité, c'est quoi? C'est la capacité à apprendre grâce aux autres et avec les autres. L'intériorité, vous l'avez compris, l'altérité, c'est véritablement être capable de tirer profit de l'interaction que nous avons avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière l'altérité? Au sens de l'apprenance, c'est 4 axes: la coopération, le dialogue, l'émotion, encore une fois, et l'équilibre. La coopération, c'est par tous les moyens ouvrir l'accès à l'intelligence collective. Exemple, il y a, je pense aujourd'hui, présent à cette session, un certain nombre de personnes qui sont membres d'associations comme le réseau Audino. Eh bien, typiquement, le réseau Audino ou d'autres sont des lieux de coopération. Ça ne veut pas forcément dire qu'on coopère au service d'une mission rémunérée, hein, ce n'est pas le sujet, mais c'est être capable d'accéder pour soi aux bénéfices de l'intelligence collective. C'est typiquement ce sujet-là. Le dialogue, c'est être capable d'établir un dialogue vrai, de qualité avec soi et avec les autres. Donc, d'être capable de se regarder peut-être en face, mais également de développer sa propre estime de soi à travers un discours de vérité. L'émotion, c'est reconnaître et mettre en valeur ce qui vous touche profondément. En clair, c'est l'émotion en soi, c'est un indicateur, hein, donc c'est intéressant que si ça n'a de bénéfice que de faire émerger chez vous vos besoins, les besoins à servir. Donc, et les besoins s'expriment à travers ce qu'on vit, donc à travers notamment les autres. Dans cette logique d'altérité, écouter ses émotions, c'est écouter ses besoins. L'équilibre,
c'est chercher à répartir une énergie de façon responsable. Dans la logique de responsabilité, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important pour les autres, et essayer d'identifier les leviers qui d'ailleurs seront caractéristiques également de votre projet personnel. Encore faut-il pouvoir le sentir, du désir d'équilibre, c'est-à-dire cette fameuse énergie répartie pour vous et pour les autres. Enfin, la réalisation, qui est le troisième levier dans cette dynamique d'apprenance, c'est la capacité à se mettre en projet pour réaliser un futur souhaitable. Se mettre en projet personnel pour réaliser un futur souhaitable. 4 leviers: créativité, projet, sens et engagement. Le sens ayant vocation peut-être à redonner une autre forme de dimension que celle qu'on entend communément aujourd'hui. Créativité, c'est quoi? C'est faire preuve de curiosité, tester, s'ouvrir à de nouvelles solutions. Tout à l'heure, on parlait capacité à se mobiliser face à notamment l'inconnu. Eh bien, la créativité en fait partie. La créativité, au passage, fait partie du potentiel d'intelligence émotionnelle. Le projet, c'est vraiment être capable de se définir dans une logique de projet, y compris quand on est en logique de retour à l'emploi. Il est important que vous sachiez vous présenter dans une logique de projet personnel. Pourquoi? Parce que se définir en projet, c'est être capable de construire une action personnelle avec de la rigueur, et parce que vous allez avoir une finalité, un objectif de réussite. Et la finalité ne peut pas être seulement de retrouver un travail. Évidemment, c'est pas aujourd'hui suffisamment porteur pour être différenciant et révélateur de soit de votre identité, soit de votre potentiel. Le sens, c'est pas le sens qu'on attend que l'entreprise nous apporte, ou celle que j'allais dire la société peut-être dont la société s'empare aujourd'hui, mais c'est avant tout le sens qu'on va trouver dans la capacité à relier ses actes à ses propres références personnelles, éthiques et spirituelles. Personnelles, éthiques et spirituelles, ça veut dire que ce qui est important, c'est que quand vous allez réfléchir, quand vous vous animez même en tant que manager, il faut que vous puissiez vous révéler avec ce qui vous caractérise, vos références personnelles, éthiques et spirituelles. Je vais jusqu'au spirituel. Spirituel, c'est ce à quoi on croit, ce qu'on est prêt à porter, ce qu'on a envie de défendre. L'éthique, vous l'avez compris, et les références personnelles, bien entendu. C'est-à-dire, remettez ce qui vous caractérise, vos valeurs personnelles, avant d'attendre que l'entreprise y pourvoie pour vous. Et ça, c'est un élément très important, notamment dans la logique de réalisation. Enfin, l'engagement, c'est être capable d'exprimer avec courage et liberté ce en quoi on croit, donc c'est-à-dire traduire ses choix en actes et dans une logique d'implication. Donc, je vous invite vraiment à essayer de réfléchir les uns les autres. Et vous voyez, on s'éloigne peut-être même un peu en apparence de l'estime de soi, mais de réagir et de documenter par vous-même ce que tout ça veut dire pour vous. Et vous allez voir que en le documentant, vous allez comprendre les leviers et identifier où vous en êtes dans la conscience, j'allais dire, de vous-même, et donc dans l'estime que vous accordez à vous-même. Et à partir du moment où vous l'identifiez, c'est d'autant plus facile que pour le livrer aux autres. Hop. Alors, je vous ai remis, c'est un sujet comme ça a été fortement travaillé, je vous ai remis aussi ce point. Là, en l'occurrence, l'idée étant de vous, j'allais dire, de vous sensibiliser à l'enjeu. J'imagine que je ne suis pas le seul, à l'enjeu de vous penser, de vous révéler, de vous exprimer à travers vos projets, à travers ce que vous êtes, en force et en vertu. Il s'avère qu'un certain nombre ont travaillé très activement à identifier un certain nombre de forces et de vertus, notamment un modèle qui est un vrai référentiel aujourd'hui. Donc, je ne vais pas forcément vous décrire les éléments, mais que vous pourrez avoir bien sûr, qu'on appelle le référentiel, le modèle de Seligman et Peterson, qui est le modèle qui a été travaillé pour identifier, notamment aujourd'hui ramené dans le monde du XXIe siècle, ce qui caractérise les vertus et les forces propres au monde du travail.
il y a six vertus pardon, qui ont été identifiées, que sont justice et bien commun, sagesse et connaissance, le sens, et vous verrez que là aussi le sens prend une dimension assez différente de ce qu'on lui donne dans le langage courant, et notamment de l'entreprise, la tempérance, le courage et l'humanité. Il s'avère que derrière ces 6 grandes vertus, il y a un certain nombre d'acteurs ont travaillé très activement à identifier ce qui caractérise les forces. Je vous invite à les visiter pour vous-même, à identifier ce que ça veut dire pour vous et à, j'allais dire, vous auto-évaluer sur ces dimensions, sur ces 42 dimensions de force pour, j'allais dire, identifier et valoriser ce qui vous caractériserait pour le ramener dans votre projet ou dans l'expression de votre projet. Vous allez voir qu'en le travaillant et en réfléchissant sous cet angle-là, ça va vous, j'allais dire, quelque part, vous faire prendre de la distance avec les référentiels classiques de l'identification des compétences, des points forts, des points faibles, etc., dont il est parfois urgent de sortir pour se révéler et s'exprimer autrement. Et là, vous allez avoir un puissant outil pour pouvoir véritablement vous exprimer et exprimer à l'autre ce qui vous caractérise. Je ne le détaille pas plus parce que malheureusement, je manque de temps, mais je vous invite vraiment à le visiter. Là, juste pour les besoins, j'allais dire, de la cause, je vous ai remis un référentiel qui est au passage un référentiel qui est très largement admis sur les 10 compétences clés du 21e siècle, notamment avec la règle des 4 C qui est issue d'un certain nombre de travaux et qui aujourd'hui font référence. Et on identifie aujourd'hui 10 grandes compétences que sont courage managérial, pensée critique, créativité, coopération, flexibilité cognitive au sens de comment je suis capable en permanence de justement m'adapter, de développer ma propre capacité de flexibilité face à des situations, à des environnements, à des exigences, à de l'hybridation de compétences qui nous est demandé aujourd'hui ou qui est nécessaire. C'est sous cet angle-là, le servant leadership dont je parlais tout à l'heure, la prise d'initiative, l'attention à soi et aux autres. Avant de parler des autres, l'attention à soi, ça nous ramène dans l'auto-empathie, hein, cette histoire-là. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, dans les référentiels des compétences de leadership, notamment des entreprises, l'attention à soi et aux autres est une dimension très largement répandue. Y réfléchir pour soi-même vous donnera le maximum de chances de donner des éléments et des éclairages pour ceux qui s'intéresseront à votre profil. Communiquer, influencer avec intégrité. Je le développe pas plus, mais ce sont vraiment des éléments dont que je vous invite à travailler, à vous emparer pour essayer de réfléchir sur vous et ce qui vous caractérise. Là encore, toujours dans cette logique, confiance en soi, estime de soi, qui est autant d'éléments pour révéler votre potentiel. Enfin, et en synthèse, l'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'être capable de, j'allais dire, traduire tout ça dans un projet professionnel, dans un projet personnel, qui à la fois va révéler votre identité, ce que vous êtes, qui vous êtes, et votre envie. C'est aussi important de révéler l'identité que l'envie. Alors, j'ai modélisé pour ça, je vous ai livré un modèle basé sur les travaux en Gestalt thérapie notamment. Pour ceux que ça intéresse ou qui connaissent peut-être, je vous invite à regarder les travaux de Serge Ginger sur le sujet, qui sont vraiment très intéressants et qui sont aujourd'hui résumés là sur 5 leviers. Et vous voyez bien qu'au centre, il y a le projet, avec une donnée constante qui est que on a de prise que sur soi-même et on a la maîtrise que de soi, d'où la capacité, d'où la nécessité de travailler sur soi, à développer sa conscience de soi et d'aller vers l'empowerment dont je parlais tout à l'heure. Mais au fond, que l'environnement, tout ce qu'il y a autour, que ce soit les autres, l'organisation, l'entreprise, etc., ça appartient à l'environnement, donc on n'a pas de prise sur l'environnement. Et donc l'enjeu étant d'être capable de se révéler tout en s'adaptant à son environnement. Alors pour ça,
cinq grands facteurs. C'est pas par hasard hein, s'il y a il y a le petit visuel en haut à droite de l'écran. Pourquoi? Parce que compétences, on l'attribuerait assez facilement finalement aux compétences, à la tête, c'est-à-dire ce qui caractérise vos aptitudes. Et alors là, bon, on en a largement parlé. Hein, vous allez parler tout au long de la semaine de soft skills, de hard skills, etc. Bah, c'est de tout ça dont on parle. C'est travailler ses compétences, c'est révéler ses talents, son développement personnel, sa capacité de créativité, ses aptitudes personnelles, ses aptitudes sociales, etc. Tout ça caractérise vos compétences. Encore faut-il que votre projet sache révéler, identifier et révéler vos compétences. Le deuxième axe, pour vous réfléchir en projet. Certains que je connais dans cette assemblée m'ont déjà vu parler de ce sujet-là. Il est important que vous puissiez identifier et vous exprimer à travers ce que vous considérez être votre rôle et votre place dans l'organisation, mais peut-être même plus largement dans votre part contributive à ce à quoi vous croyez. Et il est donc important que vous puissiez réfléchir votre projet sous l'angle rôle et place, c'est-à-dire les missions que vous souhaitez et vous estimez pouvoir relever, les rôles, votre part contributive au résultat, mais c'est également dans quel type de fonctionnement, de mode de décision vous souhaitez fonctionner. Vous êtes même capable de fonctionner ou que vous êtes capable de suggérer. Rôle et place, très important. Enfin, troisième axe, c'est le champ des valeurs. Vous ne pouvez accéder à l'expression de vos valeurs que si vous êtes en auto-empathie, que si vous êtes dans une logique d'intégrité, c'est-à-dire d'être capable de vous confronter. Encore faut-il être au clair avec ses émotions, par exemple, son système émotionnel. Bref, c'est comment je suis en capacité de mettre en œuvre mes valeurs, celles que je revendique. Comment je suis intègre. Intègre, c'est fonctionner dans un système déterminé, mais avec liberté et courage. C'est notamment ça l'intégrité. Avec un système de confrontation et dans une recherche entre guillemets de congruence, c'est-à-dire je suis capable de laisser à l'autre toute sa place pour le comprendre, etc. Le quatrième levier, c'est les conditions de travail. Quand vous évoquez votre projet, quand vous construisez votre projet, ne négligez jamais de parler des moyens, des ressources, des conditions dont vous avez besoin pour fonctionner. Et chacun peut avoir besoin de conditions différentes. On est tous très différents. Il ne faut jamais négliger d'être capable d'exprimer son projet en valorisant les conditions dont vous avez besoin pour mettre en œuvre vos compétences, tenir votre rôle et votre place et mettre en œuvre votre système de valeurs. C'est très important, c'est là où on parle d'écologie personnelle, c'est là où on parle de votre énergie individuelle, etc. Enfin, et pour terminer, le cinquième axe, c'est la reconnaissance. C'est la finalité au fond, c'est-à-dire pourquoi je vais faire tout ça, pourquoi je mettrai en œuvre mes compétences, pourquoi je vous parle de mon projet et quelle est la finalité que je vise. C'est dans la finalité, on y met l'attention qu'on va vous porter, l'empathie pour l'organisation, pour les autres, mais également les objectifs qu'on vise, la reconnaissance qu'on en attend, la capacité à communiquer dans un système établi, etc. Et donc, c'est l'enjeu étant d'être capable de répondre et de valoriser tous les axes, que ce soit ceux du travail sur les aptitudes à développer l'intelligence émotionnelle, sur les champs de travail que vous allez travailler quand vous allez parler confiance en vous, résilience, estime de soi, capacité à vous adapter, etc., à le livrer dans une logique, et ce modèle-là en est un, qui puisse vous permettre de révéler votre plein potentiel. J'en ai à peu près terminé. Je vais vous laisser maintenant la place aux questions. Juste avant les questions,
Comme ça, on l'aura abordé. Je vous invite, là, on vous a remis quelques éléments sur l'académie à compétences égales. Non pas qu'on y tienne absolument, mais enfin, il s'avère que pendant 15 ans, de nombreuses personnes ont contribué à produire du contenu intéressant, à la fois pour des recruteurs, à la fois pour des candidats, des étudiants, des journalistes, le tout pour lever toute ambiguïté sur les pratiques discriminatoires, le potentiel à développer ses aptitudes, ses compétences, se parler de soi en compétences. Je vous invite et on vous invite c'est gratuit, c'est accessible, c'est bien fait, c'est ludique, c'est pensé en logique d'apprentissage. Je vous invite à aller regarder notre académie. Profitez-en, c'est très utile et parfois ça permet là aussi de réfléchir dans cette logique d'apprenance dont je parlais tout à l'heure. Merci pour cet échange.